Je vais juste m'assurer que vous m'entendez. Ok, super. Donc, nous allons commencer ce webinaire dans quelques instants. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Sawab Alalade et je suis directeur marketing à Oshara Inc. Ce webinaire aujourd'hui porte sur le sujet comment créer une entreprise de commerce électronique prospère. Donc, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que le sujet vous intéresse. L'idée pour moi aujourd'hui est de partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis comme connaissances au cours des dernières années, particulièrement durant le Covid, sur le commerce électronique. J'ai eu la chance de travailler avec de nombreuses entreprises du domaine et de les aider à atteindre leurs objectifs. La manière dont la session aujourd'hui va se passer, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Donc, je suis papa de 2 garçons. Je suis directeur marketing à l'agence Oshara. J'ai 10 ans d'expérience dans le domaine du web et du marketing en ligne avec un background en finance aussi. Et depuis qu'on a créé cette compagnie, donc Oshara, on aide les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à des solutions marketing personnalisées. Le dernier point, et c'est peut-être aussi la raison de ce webinaire, c'est que le e-commerce me passionne et j'ai mis énormément de temps à me lancer justement dans cette aventure de webinaire. Ceci est mon premier webinaire et j'espère que ben, il sera pas le dernier, si vous voulez. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu la session. Désolé, hein, j'essaie de comprendre. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas ce qui se passe, je perds la connexion. Ok, ok, super. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas, la technologie, parfois, elle nous fait des surprises. Je suis vraiment désolé. Donc, pour poursuivre, le sujet aujourd'hui porte sur les e-commerce. La manière dont ça va se passer, je vais passer à travers certains aspects du e-commerce. Donc, on va faire une petite introduction. Pourquoi s'intéresser au e-commerce? Et puis, comment réussir le pari du e-commerce? Ça va être un processus qui est pas mal important. On va essayer de passer à travers les différentes étapes de ce processus. Et pour finir, ben, on va avoir une session de questions et réponses. D'accord? Donc, j'aime toujours commencer par un adage, si vous voulez, donc un proverbe. Ici, le proverbe que j'ai retenu, c'est le commerce électronique n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le nouveau gâteau.
C'est un proverbe de Jean-Paul Ago, qui était le PDG de L'Oréal. Et tout ce que ça veut dire, c'est que le commerce électronique aujourd'hui est essentiel dans nos vies. On transige tous en ligne et on a besoin justement de cette technologie-là. La petite histoire, est-ce que vous m'entendez toujours? Juste pour m'assurer, je pense que vous ne me voyez pas. Je vais juste m'assurer ici. OK, là c'est bon. Là, vous me voyez? OK, OK, super. Euh, Parfait. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, la petite histoire sur le commerce électronique, tout a commencé en 1994. La première vente en ligne a été faite par Dan Knon, qui encore une fois, je suis vraiment désolé, hein, je sais pas, la plateforme me fait des surprises. Je suis vraiment désolé, un premier webinaire, on a des surprises. Je comprends vraiment pas pourquoi il fait ça. J'espère que là c'est bon, je me suis déconnecté, je me suis reconnecté. Est-ce que tout le monde est là? Vous m'entendez? Je crois bien que oui. Super. Donc j'espère qu'on va pas avoir encore de problèmes techniques. Donc après cette première transaction en 1994, Pizza Hut a lancé aussi son service de commande en ligne et s'en est suivi Amazon et eBay et qui ont révolutionné comme
Salut à tous. Vraiment désolé, hein, le problème technique, c'était pas prévu.
Ok, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je suis vraiment désolé. Ah là là. Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc j'espère que là on n'aura pas de problème. On ne devrait plus avoir de problème. Donc, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Donc, ce que je disais, c'est que pendant le Covid, on a vu une explosion justement du e-commerce. Et aujourd'hui, en 2022, l'achat en ligne n'est plus une commodité de luxe, en fait. C'est vraiment une nécessité. Euh, une chose importante à comprendre aussi, c'est les types de e-commerce. Donc, on a différents types. Il y en a deux qui sont plus populaires que les autres. Et généralement, on va intégrer les autres types dans ces deux-là. Donc, c'est le B2C, le business to consumer. Un exemple, c'est Amazon, eBay. Donc, quand vous achetez vos produits sur Amazon, le modèle d'affaires, c'est vraiment business to consumer, donc B2C. Et on a le B2B, qui est business to business, qui est en fait les transactions entre entreprises, donc quand deux entreprises transigent entre elles. Donc, à part ces deux modèles populaires, on en a quatre autres qui sont le consumer to business. On parle par exemple des plateformes comme Fiverr, Upwork et autres où on va chercher donc des pigistes ou de l'aide pour réaliser certains projets. Consumer to consumer, on va penser à Facebook Marketplace, Kijiji, business to government. Euh, un bon exemple, c'est le site d'appel d'offres des gouvernements. Donc ici, le SEAO, c'est le gouvernement du Québec. Donc quand une entreprise veut offrir ses services au gouvernement, et l'inverse. Donc le government to business, quand vous payez vos impôts, par exemple, vous allez sur la plateforme de Revenu Canada, c'est le modèle government to business. Mais comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, les quatre modèles qui suivent le C2B, le C2C, le B2G et le G2B vont être intégrés dans les deux premiers modèles de manière un peu plus générale. Donc, pourquoi s'intéresser au e-commerce? J'espère que vous connaissez la personne sur la photo. On parle de Jeff Bezos, propriétaire de Amazon, et puis après Elon Musk, je crois, l'homme le plus riche du monde. La raison de s'intéresser au e-commerce est que le chiffre d'affaires des ventes de détail va augmenter significativement au cours des prochaines années. Si on remarque en 2020-2021, Jeff Bezos a augmenté sa fortune de près de 24 milliards de dollars uniquement grâce à Amazon. Donc il y a un potentiel qui est pas mal important et qui a une bonne raison de s'intéresser à la chose. J'aime souvent aller avec des statistiques pour illustrer un peu, pour, pour corroborer un peu mes arguments. Donc, si on regarde ces statistiques, 23%, près de 24% donc des ventes de détail proviendront du e-commerce en 2025. Donc, d'ici 3 ans, près de 24%, sinon peut-être plus, des ventes de détail vont provenir du e-commerce. Et ça représente juste aux États-Unis donc 7,4 trillions de dollars. 67% de la jeunesse est responsable de cette transition vers les achats en ligne. On a vu pendant la crise du Covid un boom des achats en ligne et la majorité de ces achats proviennent justement des personnes plus jeunes, donc des milléniaux et des personnes de cette catégorie-là. Ensuite, on a un montant de 31,3 trillions de dollars de ventes en ligne à l'échelle mondiale qui est estimée d'ici 2025. Si vous regardez ce graphique, en 2022, on est déjà à 27. D'ici 2025, on va se retrouver autour de 31 trillions de dollars. Donc, le potentiel de croissance, il est pas mal important et donc il y a un intérêt à s'intéresser à la chose. Si je poursuis, 57% des consommateurs disent qu'ils sont prêts à faire leur premier achat avec de nouvelles marques. Donc, si vous êtes une nouvelle marque, vous avez un potentiel justement d'aller chercher de nouveaux clients, en gros. Et pour terminer, comme statistique, on a les ventes sociales, donc les ventes qui proviennent des médias sociaux, représenteront près de 2,9 trillions de dollars d'ici 2026. Donc on sait ce que c'est les médias sociaux et
le potentiel de croissance donc, ne va pas cesser d'augmenter d'ici les prochaines années. Donc, un bon parti à tirer. En fait. Maintenant, le vif du sujet, comment réussir le pari du e-commerce. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'au courant de mes expériences, je suis pas mal quand même tombé sur des situations uniques avec des entreprises où on a dû restructurer certaines choses pour leur permettre de réussir la transition et d'aller toucher leurs clients et atteindre leurs objectifs. La première chose ici, je ne vais pas m'attarder sur ce proverbe, on a déjà pris du retard. La première chose ici, c'est de choisir un modèle d'affaires. Donc, en fonction de vos objectifs et de vos ressources, il sera important pour vous de choisir un modèle d'affaires réaliste. L'idée ici de choisir le modèle d'affaires, c'est que ça va vous permettre de déterminer donc, la stratégie de communication que vous allez utiliser pour atteindre votre objectif. Et le modèle d'affaires que vous allez choisir va aussi avoir un impact sur le budget marketing. Quelqu'un qui veut créer, par exemple, une place de marché va avoir besoin de plus d'argent au niveau marketing que quelqu'un qui fait, par exemple, du dropshipping et tout. Donc, c'est important de prendre le temps de choisir un modèle d'affaires. Parmi les modèles d'affaires populaires, on a le dropshipping, les places de marché, donc le marketplace, sur la demande, donc les commandes sur demande, la vente en gros. Donc, il est important d'étudier les différents modèles et de choisir le modèle qui convient le mieux à votre projet. Donc, par contre, une chose importante et une erreur que les gens commettent souvent, c'est qu'on va choisir un modèle en fonction de notre budget. Je vous dirais plutôt d'être sûr de votre projet et de choisir votre modèle en fonction de votre projet. Le budget peut toujours s'ajuster et être maîtrisé dans le processus. La deuxième étape, c'est de rechercher, de définir sa niche. Une chose est de vouloir tout vendre, mais en même temps, est-ce que tout est réellement commerciable? Donc, très important de chercher d'éviter de chercher à tout vendre, surtout si vous n'avez pas les budgets des grosses entreprises comme Best Buy et Amazon. Il serait donc important pour vous donc de prendre le temps de choisir votre niche. C'est vraiment, vraiment important. Soyez le plus spécifique que possible dans votre démarche et dans votre objectif. Ça va vous faciliter le processus plus tard de manière incroyable. La troisième étape, c'est d'étudier la concurrence. Beaucoup d'entreprises, comment je vais dire ça? Beaucoup d'entreprises se lancent en affaires sans avoir pris le temps d'étudier la concurrence. Et c'est une grosse, grosse erreur. On peut avoir le meilleur produit au monde. Si on n'étudie pas la concurrence, on va forcément faire des erreurs. Déjà qu'en entrepreneuriat, on fait toujours des erreurs. Le plus important, c'est de minimiser ces erreurs. Et une des manières de le faire, c'est d'étudier la concurrence. Donc, je vous encourage à ne pas négliger cette étape car elle est déterminante de votre succès. Et surtout parce que l'étude de la concurrence va vous donner des informations très, très importantes, va vous permettre de valider votre projet et vous donner en gros simplement plus d'assurance. Donc, prenez le temps de voir ce que vos compétiteurs font, vos concurrents font et ajuster votre stratégie en conséquence. Quatrième étape, définir un marché cible. Si j'ai un produit à vendre, évidemment, tout le monde n'a pas nécessairement besoin de mon produit. Donc, il est de ma responsabilité de prendre le temps de définir quel est le client qui est idéal pour moi. En entreprise, on dit souvent que je préfère avoir un client qui, on va dire par exemple, on préfère avoir un certain type de client. Donc, ma responsabilité à moi et votre responsabilité à vous sera de prendre le temps de définir c'est quoi votre clientèle cible. Ça, vous pouvez le faire à travers des personas. Si ça intéresse quelqu'un, vous pourrez m'envoyer un courriel après le webinaire. Je vais pouvoir vous envoyer des éléments qui vont vous permettre de déterminer vos personas et du coup déterminer votre marché cible. Une fois que vous avez déterminé votre marché cible, donc votre clientèle cible, vous allez pouvoir déterminer où est-ce qu'ils sont situés, quelles sont leurs habitudes et ça va vous permettre d'élaborer donc une stratégie qui est adaptée. D'accord? J'ai une question. Je vais répondre aux questions tout à l'heure, M. Omichesson, si vous me permettez, histoire qu'on avance quand même. La cinquième étape, c'est de valider votre produit. Donc, après avoir déterminé votre niche,
important de savoir quel produit vous allez lancer. L'idée ici, en réalité, est de choisir le ou les produits qui vont vous rapporter le plus et qui vont apporter le plus aux clients. On peut avoir 10, 50 produits qui sont de bons produits, mais peut-être que ce n'est pas intelligent, ce n'est pas idéal de tous les lancer en même temps. On veut lancer ceux qui ont le plus de potentiel et s'ajuster, rajouter de nouveaux produits au fur et à mesure que vous vous développez. L'avantage de cette stratégie est de vous garder agile dans le processus. Donc, vous pouvez vous ajuster rapidement, de rester dynamique, mais en même temps, ça vous permet de retenir des clients que vous aviez et d'aller en chercher d'autres parce que vous êtes en train d'offrir de nouveaux produits. Donc, votre plateforme va évoluer et votre entreprise aussi se développe de cette manière. La sixième étape, qui est parfois négligée, est d'enregistrer votre entreprise. Moi, je dis toujours à mes clients, surtout aux entrepreneurs, si vous croyez en votre projet, prenez le temps de l'enregistrer, prenez le temps d'enregistrer votre entreprise parce que ça vous contraint d'une certaine manière à travailler pour réussir, donc pour développer l'entreprise. Mais en même temps, ça vous protège parce que l'idée d'enregistrer votre entreprise, c'est que vous pouvez protéger, vous protéger vos biens personnels, donner plus de crédibilité, avoir plus de crédibilité donc auprès de vos clients, parce qu'on préfère toujours faire affaire avec une entreprise enregistrée qu'une entreprise personnelle qui n'est enregistrée nulle part. Vous avez des avantages fiscaux aussi et aussi accès au financement. Donc, il y a une multitude d'avantages qui a à enregistrer son entreprise. Donc, j'encourage fortement entrepreneurs à le faire dans le processus de création. Ensuite, créer une identité de marque forte. J'aurais voulu passer un peu plus de temps ici parce que je pense que c'est une étape que beaucoup de personnes bâclent et négligent. Ce que vous devez comprendre, si je veux résumer un peu, c'est que le client qui vient sur votre site web ou qui veut acheter vos produits, il fait attention à plusieurs détails, dont votre image de marque. On veut acheter chez quelqu'un auprès de qui on a quelqu'un, comment est-ce qu'on dit ça? Quelqu'un auprès de qui on a confiance, si vous voulez, et tout. Et donc, c'est important de travailler votre image. C'est vraiment, vraiment important. Et l'image de marque, ce n'est pas juste le logo, c'est le ton de votre message, c'est les couleurs que vous utilisez, c'est l'approche. C'est plusieurs éléments qui vous permettent de vous distinguer de vos concurrents. Donc, ce que je recommande toujours, pour ne pas m'attarder ici, c'est prenez le temps de travailler votre image de marque. S'il faut, investissez dans une agence qui va faire le travail avec vous, de sorte à ce que quand vous présentez votre projet, ben, votre projet est tout de suite attirant et ça permet à vos clients de venir vers vous. Donc, élément vraiment très, très important dans le processus pour réussir à créer une entreprise de commerce en ligne prospère. Huitième étape, créer sa boutique en ligne. Aujourd'hui, créer sa boutique en ligne n'est pas compliqué du tout. Vous avez différentes solutions. On a Shopify, on a Wix, on a GoDaddy. C'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Maintenant, ce que je dis toujours à mes clients, c'est est-ce que vous avez le temps de le faire et de bien le faire? Parce qu'une chose est de créer sa boutique en ligne, mais c'est aussi important de tenir compte de l'expérience de votre utilisateur, de celui qui visite votre site, de votre boutique en ligne. Est-ce que vous avez le temps à passer pour s'assurer que la manière dont vous créez votre site, votre boutique en ligne, elle maximise l'expérience de votre utilisateur? C'est une question importante à vous poser. Et si vous n'avez pas le temps, ça peut être bénéfique pour vous justement de faire affaire avec une agence qui va s'occuper du travail pendant que vous occupez d'autres choses. Parce que les agences comme la nôtre, on est spécialistes, ils sont spécialisés dans ce travail-là. Vous, quand vous créez votre boutique en ligne, vous êtes en train de lancer votre entreprise, il y a différents paramètres qui vous occupent. Donc peut-être que ça peut être intéressant de travailler d'externaliser le projet. Et en même temps, l'autre point qui est important dans le processus de création de la boutique, en ligne, c'est que quand vous créez une entreprise, j'imagine comme tout le monde que votre objectif est de la développer avec le temps. Ce qui veut dire que vos besoins vont changer éventuellement avec le temps. Est-ce que la solution que vous implémentez à l'instant T, donc au moment actuel, donc pour votre site, est-ce qu'elle sera toujours adaptée
à l'évolution de vos besoins? C'est une question à se poser et cette question va vous permettre de choisir quelle est la technologie qui est plus adaptée et qui est plus modulable en fait pour suivre l'évolution de vos besoins avec le temps. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, c'est toujours bien de parler avec des professionnels, même si vous ne voulez pas, comment je vais dire, contracter leur service. C'est toujours bien, il y a aucun mal à demander. L'information est la chose la plus importante. Il n'y a aucun mal à prendre le temps de parler avec des professionnels et poser vos questions et avoir justement les conseils, quitte à ce que vous allez manifester, matérialiser le projet vous-même ensuite. Donc, vraiment important. Neuvième étape, présentez vos produits de façon irréprochable. J'imagine que, comme beaucoup, ça vous est déjà arrivé d'aller sur des sites et parce que le produit n'est pas bien présenté, vous partez du site. Déjà qu'on sait qu'en moyenne, les gens restent 7 secondes sur un site. S'ils n'ont pas l'information qu'ils veulent, vous les perdez. C'est d'autant plus important de travailler vos produits de manière à ce que la personne, une fois qu'il est sur votre plateforme, qu'il ait envie de continuer. Surtout, on parle de transactions en ligne, n'est-ce pas? Donc, la personne n'est pas en mesure de toucher votre produit ou de l'apprécier visiblement. Donc, il faut vous assurer de lui donner le maximum à travers l'image. Ça revient à la question de branding dont je parlais un peu tout à l'heure. Ça va être important de présenter votre produit de manière très, très claire et de manière agréable. S'il faut, investissez dans vos produits, investissez dans des photos professionnelles. Dites-vous que vous investissez en vous-même. Si vous croyez suffisamment à votre projet, vous ferez les sacrifices pour et vous allez avoir les résultats aussi. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi à en parler, à demander de l'aide. Dixième étape, communiquer régulièrement. Ah, il y a une petite faute ici. Donc, communiquer régulièrement. Le nerf de la guerre, comme je dis souvent à mes clients de l'e-commerce, ce n'est pas nécessairement l'argent, c'est surtout la communication. C'est vrai que si vous avez de l'argent, ça vous aide, mais la réalité est que vous pouvez aussi atteindre un certain niveau, vous pouvez atteindre vos objectifs en communiquant et en utilisant donc les outils qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, on a énormément de ressources, on a énormément de canaux de communication. Je parle des médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Votre blog, votre site web. Donc, vraiment important d'utiliser les canaux donc, que vous avez pour communiquer et essayer de toucher votre cible. Pour y arriver, ça va prendre une stratégie de communication claire, un calendrier éditorial, des posts, créer du contenu. Mais si vous voulez réussir dans le e-commerce, vous ne pouvez pas faire fi de cette étape-là. Il faut vous assurer de communiquer et de communiquer régulièrement. Ce qui me ramène encore au point de branding dont on parlait, parce que dans le branding, le ton de votre communication va être défini dans le branding. Donc, vraiment, vraiment important de faire ceci. Yacine, j'ai vu ta question, on en parle dans pas long. Donc, le dernier point, le client est roi. Je vous dirais, il n'y a aucune entreprise, que ce soit du e-commerce, que ce soit de services, que ce soit des entreprises physiques, aucune entreprise ne se développe sans écouter ses clients. Donc, votre service à la clientèle doit être irréprochable, doit être impeccable. Et parfois, on fait des sacrifices en tant qu'entreprise, surtout en ligne. Il peut vous arriver de devoir donner des produits 2 fois, 3 fois parce que le client n'est pas satisfait. Mais vous devez vous dire qu'un client satisfait va vous ramener 10 clients. Donc, vraiment, vraiment important de prendre le temps d'écouter vos clients et d'améliorer constamment vos services. Donc, en gros, c'est un peu ça les étapes. Je sais qu'on a pris un peu plus de temps que prévu, désolé. Mais maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions s'il y en a. Donc, j'en ai déjà une. Donc, Yacine demande, est-ce qu'on a des données sur les médias sociaux qui représentent plus de ventes? Je ne comprends pas très bien la question, mais j'ai l'impression que tu veux savoir combien de ventes proviennent des réseaux sociaux de manière générale. Est-ce que c'est bien le cas? Tu peux juste me mettre un oui. Ok, d'accord.
Euh, si je me fie aux données qu'on avait, je n'ai pas de données exactes, mais si je reviens en arrière, ici, excuse-moi, en 2022, en 2021, on parle de 731 milliards, 732 milliards de ventes qui proviennent juste des réseaux sociaux. Et d'ici 2026, on parle de 2,9 trillions. Donc, c'est quand même pas mal important comme montant et donc un potentiel intéressant à aller chercher, surtout que tout le monde est sur les réseaux sociaux. En moyenne, on dit qu'une personne passe en moyenne 30 minutes à 1 heure sur les réseaux sociaux par jour. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Ok, super. J'avais une autre question, toujours de Yacine, qui me demande qu'est-ce que le SEO? Ok, ben écoute, comme tu l'as résumé, donc le SEO, sigle pour Search Engine Optimization. Donc, c'est des techniques qu'on utilise pour référer votre site web dans les moteurs de recherche, dans les moteurs de recherche. L'idée du SEO est de pouvoir vous faire apparaître dans les premiers résultats chaque fois que quelqu'un effectue des recherches en ligne. Supposons que je cherche chaussures de sport et vous vendez des chaussures de sport. Si une stratégie SEO a été bien mise en place et a été bien exécutée, l'objectif de cette stratégie sera de vous faire apparaître dans les premiers résultats. Le SEO est une technique qui aide au positionnement de manière organique. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas à payer Google ou payer Facebook pour vous afficher. Ça va être en fonction des contenus que vous avez, des hyperliens que vous avez, des backlinks, donc des liens que vous avez dans votre site qui réfèrent à d'autres sites, de la notoriété de votre site. Donc, un certain nombre d'éléments. C'est sûr qu'à long terme, c'est toujours plus bénéfique d'investir dans le SEO parce qu'à ce moment, ben, vous ne payez pas pour la publicité, si vous voulez. Vous êtes en premier de manière organique. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question, Yacine? Ok, super. Donc là, il me demande comment effectuer une étude qualitative de la concurrence. Question très, très intéressante. Il y a différents outils qui vous permettent de faire ce type d'études. Un des outils de base pour moi, déjà, c'est Google Trends. Déjà, la première étape est de définir c'est quoi votre concurrence. Right? C'est qui sont vos concurrents. Et en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez savoir qui sont vos concurrents. Nous, on utilise un outil qui est SEMrush, qui est un outil qui permet d'améliorer le SEO et qui a d'autres modules aussi, dont le module d'étude de la concurrence, qui nous permet, en fonction de votre site web, de savoir qui sont les potentiels concurrents que vous avez. Une fois que vous avez ces concurrents-là, vous pouvez maintenant utiliser des outils comme Google Trends pour aller creuser un peu plus davantage sur des éléments qualitatifs et intégrer tout ça dans un tableau qui vous permet de voir de manière un peu plus claire, de manière un peu plus claire ce que vos concurrents font. J'aurais bien voulu vous partager quelque chose, mais si ça intéresse quelqu'un, juste m'envoyer un message, un mail après le webinaire et je vais vous envoyer des ressources qui pourront vous intéresser, qui pourront vous être utiles. Donc, n'hésitez juste pas, peu importe ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pourrez m'envoyer un mail à la fin du webinaire et je pourrai vous envoyer des outils que vous pourrez utiliser. Aucun souci, Olaïta. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, oui. Moi, j'aime les questions. Hein. Je ne sais pas si... Donc, vous avez tout compris, j'imagine.
Ok, super. Oui, vas-y, Laïta. Excellente question. Pourquoi venir vers Oshara et non un autre compétiteur? L'objectif pour moi ici ne sera pas de dénigrer les autres compétiteurs. Je pense que Oshara est la solution, est le choix idéal parce qu'on est centré vraiment client. Déjà, la première chose pour nous, c'est le client. Et la manière dont nos processus fonctionnent, c'est qu'on considère que chaque client est unique et du coup, chaque besoin de nos clients est singulier. Et la raison à ce moment, c'est que nous allons toujours offrir une solution qui est sur mesure. On prend le temps d'écouter le besoin et on n'essaie pas de répliquer ce qui a été fait ailleurs en espérant avoir des résultats. On va toujours essayer d'aller avec la situation du client, les objectifs du client et on développe nos stratégies et nos solutions autour de cet objectif, de ces objectifs. Ah, ok. Je pensais que c'était même Olaïtan qui avait posé la question. Donc, Olaïtan, oui, tu disais que tu avais une autre question. Tu peux la poser? Ok. On parle d'arnaque sur les réseaux sociaux, souvent pour l'achat de produits ou de services. Comment on paraît crédible? Excellente question. Déjà, ça va être, encore une fois, dans le branding. Pour moi, ça va être comment est-ce que votre branding est établi, quelle est l'image que vous dégagez. Parce que je vous dirais que plus votre image est nette, plus votre image est claire, plus elle inspire confiance, mieux, plus de chances vous vous donnez en réalité. Maintenant, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention en ligne. Un des aspects importants à regarder quand vous êtes sur un site Internet, c'est par exemple parce que le site Internet a le SSL, le certificat de sécurité, donc il y a généralement le petit cadenas qu'il y a dans la barre de navigation. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais, avant d'acheter sur un site web que je ne connais pas, euh, et qui est un peu louche, je vais essayer de faire des recherches sur Internet pour voir c'est quoi les avis que les personnes ont laissés sur ce site web. Et ça me permet d'orienter un peu ma décision. Mais pour paraître crédible, je dirais absolument l'image de marque, donc votre branding va vous aider énormément et votre manière de communiquer va vous aider énormément. Super. Partage-nous ta propre expérience, une anecdote du e-commerce. Ah, il faudrait que tu m'aides, il faudrait que tu me donnes une anecdote. Et il y en a tellement. Mais j'en ai une que j'ai gardée pour la fin. Peut-être que ça va être, s'il n'y a pas de questions, ça sera peut-être le dernier point. Et pour moi, ça se résume essentiellement à ceci, hein. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Imaginez l'impossible et rendez le possible. Je pense que tous ceux qui réussissent sur cette terre n'ont pas deux têtes, ils ont tous une tête. C'est une question d'éthique de travail, de confiance en soi, d'assurance et de travail acharné. Donc tout est possible si vous vous donnez les moyens que vous travaillez pour atteindre et c'est pas plus différent pour le e-commerce. C'est une série d'échecs et d'ajustements, test-erreur, jusqu'à ce que vous trouviez le juste milieu, ce qui vous permet de vous développer. Je dirais à tous ceux qui sont dans cette aventure de ne pas se décourager. Et tant que vous croyez en votre projet et en vos produits, ne pas arrêter, tout simplement. Ah, Christian pose une question. Est-ce que j'ai moi-même lancé un produit, une boutique en ligne, e-commerce ou similaire? J'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises, mais je m'apprête à lancer justement une boutique en ligne bientôt. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc, je ne veux pas encore révéler de quoi il s'agit, mais très bientôt, vous aurez des nouvelles.
comment Oshara a-t-elle vécu la Covid? Ah, écoutez, je vous dirais que comme toute entreprise, c'était des challenges, hein. Il fallait s'ajuster, se réinventer parfois et tout. Ce qui est bien particulièrement pour nous, notre domaine, c'est qu'on est dans le domaine des technologies, du web et du marketing. Donc, du coup, je ne vais pas dire qu'on n'a pas chômé, mais je dirais plutôt que ça a été une belle expérience. C'était différent, si vous voulez, parce qu'on était quand même pas mal occupés. Et justement, ça nous a permis d'apprendre énormément sur justement le le marketing en ligne, le e-commerce. En tout cas, moi, pour ma part, et d'aider de nombreuses entreprises à réussir leur transition. Donc, là étant dit, hâte alors de voir l'application qu'on a appris aujourd'hui dans le webinaire. Je vous dirais, lancez-vous si vous avez des questions. Je vous laisse mon adresse courriel, je pense que vous l'avez, mais je le laisse dans le chat. N'hésitez pas à me contacter. Comme je disais tout à l'heure, chez Oshara, on est un gage de qualité et un gage de résultats positifs. La seule chose pour laquelle on vit, c'est vraiment d'aller vous chercher des résultats. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, écrivez-moi et je prendrai un grand plaisir à vous répondre et à vous aider, peu importe le projet dans lequel vous vous engagez. Donc, si j'ai plus de questions, je vais conclure ce webinaire. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir m'écouter. C'est mon premier webinaire. Je vois dans la liste des personnes à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Et merci d'être là. Et encore une fois, n'hésitez pas. Je suis vraiment désolé des problèmes techniques qu'on a eus. On essaiera de faire mieux pour les prochaines fois. Merci de votre patience et au plaisir de vous parler peut-être individuellement bientôt. Merci à vous et à très bientôt.